Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, 40,71%, soit 12 393 voix, ont été obtenues par la candidate de l'IRMAR, Arla Larmanansou, sur les 146 bureaux de vote traités par la CENI depuis cette nuit. Le candidat numéro 5 est quant à lui à la dernière position. Les détails. Depuis cette nuit, les résultats des élections communales et municipales arrivent petit à petit auprès de la CENI. Actuellement, à l'heure où nous écrivons, les résultats issus de 146 bureaux de vote sur les 1139 ont été traités par cette entité. 84 955 personnes étaient inscrites dans la liste électorale, ainsi que 674 rajouts. 31 443 ont voté, dont 427, soit 1,36% blancs, et 573, soit 1,80% nuls. Le candidat numéro 1, Razana Massenjin, a obtenu 289 voix, soit 0,95%. Le candidat numéro 2, Razaf Nzouel Natayin, a eu 3803 voix, soit 12,49%. Le candidat numéro 3, Ranjiamapioun Joseph Martin, a obtenu 488 voix, soit 1,6%. Le candidat numéro 4, Ravalmanana Toudz, 11 689 voix, soit 38,4%. Le candidat numéro 5, Rundef Mounds, 136 voix, soit 0,45%. Candidat numéro 6, Manjinjarvoun Gaskar, 1645 voix, soit 5,4%. Et enfin, la candidate numéro 7, Ramanansou Arlal, 12 393 voix, soit 40,71%. La candidate Arlal Ramanansou est donc en tête de cette course à la magistrature de la ville d'Antananarivo. Toujours concernant cette élection, la victoire de Arla Larmanansou, candidate présentée par la plateforme IRMAR lors des élections municipales d'hier, n'est pas le fruit du hasard. Les électeurs orange ont respecté les consignes de leur parti, favorisant ainsi la cohésion dans le soutien des candidats de l'IRMAR. En revanche, la défaite du parti Team n'a surpris personne en raison des divisions internes qui ont dispersé les voix potentielles de Toudz Ravalmanan. Un éditorial avec Jean-Claude Andjamalal. Rappelons que le Team a toujours bénéficié d'un solide électorat à Antananarivo. Quant au parti TGV, il s'appuie sur une base militante d'environ 180 000 sympathisants, sans compter les nombreux partis politiques et associations alliées regroupés au sein de la coalition IRMAR. Historiquement, le Team se présentait comme un parti puissant et autonome, rendant difficile toute alliance avec d'autres formations politiques. Cependant, en 2023, avant l'élection présidentielle, Marc Ravalman, peut-être poussé par les circonstances internes à son parti, a accepté de rejoindre le collectif des candidats qui s'opposait à l'organisation du scrutin présidentiel. Ce collectif hétérogène et miné par des rivalités internes a fini par présenter plusieurs candidats, y compris Marc Ravalman lui-même, face au président sortant Anjrazouil et à Siten Ranjanesulnieko. Dès lors, les partis qui formaient à l'origine ce collectif ont pris des chemins divergents, donnant naissance à diverses alliances telles que Collectif ou Fresakin lors des élections législatives. Les observateurs ont rapidement perçu des fractures internes au sein du Team, causant son affaiblissement progressif. Les divisions internes ont inévitablement dispersé les électeurs du Team, rendant leur base électorale moins solide. L'exemple le plus marquant est celui de Taïn Razaf Nzouel, ancien pilier du Team, devenu un opposant virulent du parti. De nombreux membres et militants ont suivi son exemple, tandis que d'autres, désabusés, ont choisi de rejoindre les partis ou associations affiliées à l'IRMAR. Les résultats des élections d'hier confirment ce constat. Plusieurs bureaux de vote traditionnellement acquis au Team ont basculé en raison de ces divisions internes. La dispersion des voix a été fatale pour le Team face à une coalition IRMAR plus unie que jamais, d'où la victoire logique de Arla Larmanansou.
Le désordre n'est pas nécessaire et constitue une forme de manque de patriotisme selon les propos recueillis auprès des citoyens interrogés par nos journalistes. Le verdict des urnes exprimé lors des élections d'hier témoigne de la volonté des habitants d'Antananarivo et de tout Madagascar de rechercher la stabilité et le développement d'après les explications collectées. Sai Sylvain, Andiniana Martina sur les images de Sech Anjanab. Les Malagasy ont exprimé leur choix en toute sérénité lors du scrutin d'hier. La voix du peuple et son opinion se sont exprimées à travers les résultats électoraux. Comme dans les autres chefs-lieux de province de Madagascar, les électeurs se sont orientés et ont exprimé leur choix, axés sur le développement, les actions de proximité et surtout la continuité des travaux avec le président de la République, Andry Rajoelina. Par conséquent, l'heure n'est plus au trouble, ont affirmé les personnes interrogées par nos journalistes. Madagascar est un pays démocratique qui respecte la voix du peuple. À Antananarivo, l'on se projette déjà vers un avenir radieux. L'objectif est de poursuivre les efforts, la réalisation de projets d'infrastructures, l'amélioration du social et la coopération pour le développement. Les élections municipales écrivent une nouvelle page de l'histoire des communes et tous les citoyens ont participé à ce processus en votant. Les Malagasy interrogés par les journalistes rejettent unanimement toute tentative de division ou de manœuvre privilégiant les intérêts individuels au détriment de l'intérêt collectif. Il a également été souligné que le peuple connaît désormais ses priorités et a exprimé son choix clairement, avancer, bénéficier d'infrastructures, d'un meilleur système social et d'une bonne gouvernance. Et puis revenons aux élections d'hier où certains partisans du parti Team Tanzumbatu ont manifesté devant le bureau de Fuktan de Tungarive le jour du scrutin. Le chef de Fuktan a fait partir ses partisans du parti Team qui prétendaient être des observateurs électoraux alors qu'ils n'avaient aucun document en ce sens entre leurs mains. Radu Ramanazatouf. Cette mère de famille, membre du parti Team, a bloqué la porte de Fuktan de Tungarive Tanzumbatu. Elle prétend être un observateur électoral venu s'assurer de l'identité des personnes qui sont venues voter avec une carte d'identité, mais non pas de carte d'électeur. Cependant, le chef de Fuktan, qui n'a pas pu voir les documents faisant état de son statut d'observateur, l'a sommé de quitter les lieux. Le député élu dans cette circonscription a également demandé à cette personne de quitter le bureau de Fuktan. Cette femme n'était pas venue seule, car d'autres membres du parti Team ont également été vus à l'extérieur du bureau de vote de l'EPP de Tungarive et dans l'enceinte de cette école où se trouvent les bureaux de vote. Ils prétendaient tous être des observateurs électoraux et portaient des insignes comme celui montré sur la photo. Ces badges qui sont apparemment non valides. Dans un tout autre sujet, plus de 13 kilos d'or destinés à être exportés illicitement ont été saisis hier matin à l'aéroport d'Ivatu. 2 personnes ont été interpellées et font actuellement l'objet d'une enquête. Les détails. 3 lingots d'or pesant 13 kg et 865 grammes ont été découverts dans les bagages d'un passager en partance pour Addis Abeba hier matin. Ce passager a initialement passé les contrôles de sécurité sans qu'aucune anomalie ne soit détectée. Cependant, une fois dans la salle d'embarquement, il s'est dirigé immédiatement vers les toilettes, suivi de près par une autre personne. Ce comportement suspect a alerté les agents de douane. À sa sortie des toilettes, une fouille a été effectuée, ce qui a permis la découverte des lingots d'or. Au cours actuel de l'or, ces lingots sont estimés à 5 659 400 000 ariary. Si cette somme en devises étrangères était rapatriée légalement, elle pourrait renforcer les réserves de change au sein de la Banque centrale et contribuer à la stabilisation de l'ariary. Il est à noter que l'exportation légale de l'or a repris officiellement. Ainsi, les autorités encouragent toutes les parties concernées à respecter les voies légales dans l'intérêt de la nation. Les 2 individus impliqués dans cette tentative d'exportation illicite des ressources nationales ont été immédiatement arrêtés et font actuellement l'objet d'une enquête approfondie.
Et puis les usagers de la mer situés entre Mahajang et Cap d'Ambre, ainsi qu'entre le Cap d'Ambre et le Cap Est, ne devront plus naviguer à partir de demain en raison du cyclone Chido, a annoncé aujourd'hui le directeur général de la PMF. Des mesures spécifiques ont également été mises en place dans les régions du nord de l'île pour le transport des marchandises et des passagers durant cette période cyclonique. Fanjasena Mirai pour plus de détails. Les transporteurs maritimes et fluviaux des régions Diana, Sava et Sofia sont dorénavant priés à se préparer et à prendre toutes les précautions nécessaires face à l'approche du cyclone Chido. Les vagues sont estimées entre 4 et 8 mètres de hauteur et des pluies abondantes sont attendues dans les régions du nord-est et nord-ouest pendant le passage du cyclone. À partir de cet après-midi, il est formellement interdit aux usagers de la mer de naviguer entre Mahajang et le Cap d'Ambre, ainsi qu'entre le Cap d'Ambre et le Cap Est, confirme le capitaine de vaisseau Jean-Edmond Radjamanaten, directeur général de la PMF. Des dispositions particulières ont également été mises en place par la PMF pour assurer la sécurité des transports de personnes et de marchandises dans les régions du Nord durant cette période cyclonique. Pour rappel, la saison cyclonique à Madagascar s'étend jusqu'à la fin du mois d'avril. Chido s'est renforcé pour devenir un cyclone tropical intense, a annoncé aujourd'hui le service de la météorologie. Il est prévu qu'il passe à environ 60 km au nord du Cap d'Ambre demain après-midi ou dans la nuit. Toujours un reportage de Fanjasena Mirai. À 9h du matin, le centre du cyclone Chido se trouvait à environ 610 km à l'est-nord-est d'Antsranen. S'étant renforcé, Chido est désormais un cyclone tropical intense avec des vents atteignant 210 km par heure, accompagnés de rafales proches de 295 km par heure près de son centre. Le système se déplace vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse de 18 km de l'heure. Il est prévu qu'il passe à environ 60 km au nord du Cap d'Ambre demain après-midi ou dans la nuit. Il est toutefois à noter que ce cyclone a une faible étendue, ce qui limite les risques d'impact direct sur la ville d'Antsranen. Les avis d'alerte sont ainsi lancés. Alerte jaune, menace imminente pour la région de Diana et le district de Voimar. Alerte verte, préalerte pour les districts de Bealanen, Befanjina Nord, Antsui, Bourzine, Analalav, Sambav, Antala et Antap. Dès ce soir, les nuages associés au cyclone commenceront à atteindre les régions du nord, à l'exception des districts d'Antsranen 1 et 2, qui pourraient être touchés par les bandes nuageuses de Chido. Les précipitations importantes ne sont pas particulièrement attendues dans les autres zones. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Au Soudan, une attaque a fait au moins 65 morts à Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum. Cette violence ne touche pas que les abords de Khartoum. Ces derniers jours, les bombardements ont été particulièrement meurtriers. France 24. L'attaque des forces de soutien rapide sur Omdurman, qui a fait des dizaines de morts, fait suite à de nombreux bombardements commis par l'armée au cours des derniers jours, notamment sur la ville de Khartoum, mais aussi dans l'état d'El Gezira ou encore dans la région du Darfour. Au Darfour, prenons l'exemple de la ville de Kapkabiya. Jusqu'en 2023, il y avait sur place une base militaire. Mais au début de la guerre, elle a été conquise par les forces de soutien rapide. Alors l'armée a décidé de la bombarder. Mais au lieu de prendre une base militaire pour cible, ces chasseurs ont décidé de bombarder un marché, faisant plus d'une centaine de victimes chez les civils, selon des témoins présents sur place. Un petit peu plus à l'est, toujours au Darfour, El Fachir, capitale du Nord Darfour, est assiégée depuis plus de 7 mois maintenant par les forces de soutien rapide qui pilonnent très régulièrement la capitale du Nord Darfour. Eh bien, au cours des derniers jours, l'armée a également bombardé la zone, faisant là aussi des victimes et des blessés chez les civils. Et puis un petit peu plus au sud, le camp de Zamzam, qui accueille des centaines de milliers de personnes déplacées depuis El Fachir, a lui aussi été pris pour cible ce mardi par les forces de soutien rapide qui ont tiré à plusieurs reprises des obus sur le camp. Il y a au moins 9 morts, plusieurs blessés. Le camp, qui jusqu'à présent était un endroit sûr pour les déplacer, eh bien, ne l'est plus désormais.
Le cour d'appel de Paris a rejeté mercredi 11 décembre les accusations de complicité de génocide visant l'armée française et son éventuelle inaction lors des massacres de Biserero au Rwanda en 1994. Mais la Cour de cassation pourrait être saisie d'un pourvoi des parties civiles. France 24. C'est une grande déception pour les survivants des collines de Bisesero, ici au Rwanda, mais cette décision était plutôt attendue par les associations. Lors du génocide, 50 000 Tutsis avaient été massacrés à l'ouest du pays, à Bisesero. Depuis 19 ans, des rescapés accusent l'armée française de complicité et d'inaction, puisque les militaires de l'opération turquoise avaient abandonné des survivants à leur sort en juin 1994, et ce pendant 3 jours après leur avoir promis de revenir les secourir. C'était un échec profond de la France qui avait pourtant été reconnu et documenté par une commission d'historiens en 2021, mandatée par Emmanuel Macron. C'est le fameux rapport Duclerc. Un pourvoi en cassation serait possible, selon l'avocat de plusieurs associations qui dénoncent des résistances pour mettre en jeu les responsabilités françaises. Et puis enfin, il reste une autre plainte pour prouver ces responsabilités, rejetée par le tribunal administratif de Paris le mois dernier, mais les avocats comptent là aussi faire appel. Et puis le nouveau Premier ministre de transition de la Syrie, Mohamed El-Bachir, a affirmé qu'il ferait revenir dans le pays les millions de réfugiés syriens, protéger tous les citoyens et fournirait les services de base. La chute du régime du Bachar el-Assad a révélé l'enfer des geôles syriens. De nombreux prisonniers ont été libérés ces derniers jours, dont certains sont hospitalisés dans un hôpital à Damas. France 24. Oui, je me retrouve devant l'un des hôpitaux de Damas où sont pris en charge ces personnes qui sont sorties des geôles du régime de Assad. Je vais vous décrire un peu ce que je vois depuis ce matin. Juste derrière moi ici, on voit des familles qui arrivent avec des photos, des papiers qui prouvent l'identité de leurs disparus pour tenter de savoir si ces personnes sont prises actuellement en charge dans cet hôpital. Ensuite, on traverse un long couloir et au fond de cette salle, se trouvent les personnes qui ont été libérées des prisons hier. Ils sont dans un état abominable, Pauline. Ils sont totalement dénutris, le regard dans le vide. Un jeune homme sorti hier ne pouvait pas nous parler, ne savait pas comment il s'appelait. Un autre a pensé que nous étions sa mère. Un autre homme nous disait qu'il arrivait encore à parler parce que cela ne faisait, entre guillemets, je le cite, que1 an qu'il avait été emprisonné. Tous nous décrivent des scènes de privation de lumière, des privations de nourriture, de privation de soins de première nécessité. Tous nous décrivent la torture et ce que l'on voit, c'est aussi, donc, je vous le disais, ces familles qui attendent des nouvelles de leurs proches. Une femme me disait tout à l'heure, j'ai 4 personnes de ma famille qui sont portées disparues en me montrant des photos d'eux et elle me décrivait Bachar al-Assad comme ça. Bachar al-Assad, c'est Hitler. Ces gens sortent des camps de la mort. Quand on voit l'état de ces hommes et qu'on se rend dans ces prisons, on comprend vraiment ce qu'ils ont pu vivre. Nous étions à la branche 235, la prison palestine qui appartenait à la sûreté de l'État de Bachar al-Assad. Là-bas, les prisons sont appelées les cercueils. Et pour cause, lorsqu'on descend un escalier sombre, on tombe dans un couloir humide et au fond de ce couloir, on aperçoit des cellules de 3 mètres carrés. Il suffisait que j'écarte les bras de part et d'autre et c'est pour vous décrire la taille de cette cellule. Elle était vraiment minuscule. Comme simple aération, un petit trou au plafond. Et sur les murs, on pouvait voir les messages laissés par les prisonniers, notamment ces calendriers pour tenter de garder la notion du temps. Et puis des messages avec des colombes, des bouquets de fleurs pour tenter de garder un peu d'espoir. Ensuite, nous avons sillonné ce dédale souterrain sans lumière de cette prison du centre de Damas et découvert d'autres cellules, celles notamment dédiées aux femmes. Nous avons rencontré un homme qui nous disait que sa mère y avait été emprisonnée, que sa sœur y avait été emprisonnée avec ses enfants. Le régime faisait cela pour mettre la pression sur les hommes et sur les opposants politiques pour les forcer à se rendre et il nous décrivait les violences sexuelles subies par sa mère. Ensuite, nous avons continué à sillonner les sous-sols de cette prison et nous avons vu des cellules plus grandes où nous avons pu constater très concrètement les conditions de détention de ces hommes, à savoir des couvertures au sol, des pots de yaourt comme
comme urinoir et une humidité, des cafards, de l'eau stagnante au sol. Voilà la réalité des geôles de Bachar al-Assad que le monde commence à découvrir avec des images. On connaissait les faits de torture. Aujourd'hui, ils sont très concrets et ils sont devant les yeux du monde entier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Restez avec nous tout de suite après le film Sniper. Au revoir et bonne soirée sur Viva.